The United States has not and is not using germ warfare of any kind in Korea. Les communistes ont forcément fait un lavage de cerveau aux pilotes pour leur soutirer de faux aveux. Mais comment? La CIA est bien décidée à le découvrir. La crainte qu'avait la CIA, c'était que les communistes aient une réelle avance scientifique en termes de méthodes d'interrogatoire, qu'ils aient les moyens de faire agir les individus contre leur volonté. Pour combattre cette nouvelle menace, la CIA lance ses propres recherches pour maîtriser l'art de la manipulation mentale. Ils cherchaient des moyens de manipuler et de contrôler le comportement humain. Ils ont étudié les substances chimiques, les électrochocs. Une drogue en particulier attire leur attention, le diéthylamide de l'acide lysergique ou LSD. Ils espéraient pouvoir utiliser cette drogue pour faciliter l'interrogatoire de quelqu'un ou l'utiliser de manière offensive pour programmer mentalement quelqu'un en vue d'une opération. 10 ans avant de devenir une drogue récréative, le LSD devient le centre d'attention de la CIA dans sa recherche du sérum de vérité parfait. Seul petit problème, où trouver des cobayes pour les expériences? Un agent de la CIA m'a dit « On ne pouvait pas le tester sur des femmes au foyer du nord de la Virginie. Ça n'aurait pas été bien. » Donc ils ont trouvé des SDF, des prostituées, des détenus, des membres de minorités dont la vie aux yeux de la CIA n'avait pas autant de valeur que les autres. Au Centre fédéral de recherche sur les addictions de Lexington, dans le Kentucky, le docteur Harry Sisbell est engagé par la CIA pour étudier les effets d'une exposition prolongée au LSD. Ces cobayes sont des détenus héroïnomanes, la plupart afro-américains. La méthode était incroyablement approximative. Ils prenaient des détenus volontaires à qui ils donnaient du LSD dans le cadre de l'expérience et ensuite de l'héroïne pour les récompenser. Dans l'une de ces expériences, les détenus reçoivent des doses croissantes de LSD pendant 77 jours d'affilée. Pour le docteur Isbell, il s'agit là de la plus incroyable démonstration de tolérance à la drogue qu'il ait jamais vue. Toutes ces expériences vont à l'encontre du sens commun et de l'éthique médicale. On a du mal à imaginer que des médecins puissent faire des expériences sur des toxicomanes en leur donnant des hallucinogènes et en les récompensant de leur participation avec des drogues pour entretenir leur addiction. Mais c'est vraiment arrivé, nous en avons la preuve. Aux quatre coins des États-Unis, des institutions acceptent de mener des recherches pour la CIA, désireuses de servir leur pays dans la lutte contre le communisme. Tandis que la CIA étudie les effets du LSD sur les individus, l'armée poursuit ses propres recherches pour manipuler des bataillons entiers. Cette expérience sur les drogues hallucinogènes a été filmée à l'arsenal d'Edgewood dans les années 50. On leur donnait du LSD et on leur donnait l'ordre de marcher en formation. Et au lieu de rester en formation, ils partaient dans tous les sens, ils riaient, faisaient les pitres, complètement désorganisés. L'armée recherchait une drogue qui pourrait rendre l'ennemi inoffensif pendant un certain laps de temps sans le tuer. Et au départ, le LSD semblait la drogue idéale dans cette optique. Dans l'Allemagne occupée, la CIA peaufine ses techniques pour extorquer la vérité. Et les victimes potentielles ne manquent pas. Des scientifiques transfuges, détenteurs d'informations précieuses. Des agents doubles, soupçonnés de vendre des secrets aux communistes. Autant de proies idéales pour la CIA. Le sujet était emmené dans une planque en lieu sûr. Il y restait enfermé pendant plusieurs jours. On le privait parfois de nourriture et de sommeil, on lui donnait de l'alcool, des barbituriques, des hallucinogènes et d'autres médicaments. Et on pratiquait diverses techniques d'interrogatoire. Afin de tester au mieux ces techniques, la CIA doit pousser les interrogatoires jusqu'au bout.
Il y avait une expression que la CIA utilisait, expérience terminale, c'est-à-dire des expériences qui provoquaient la mort ou de graves blessures. Parmi ceux qui assistent à ces expériences se trouve le scientifique de Fort Detrick, Frank Olson. Son passeport fait état de plusieurs voyages en Allemagne, y compris durant l'été 1953. Il est profondément choqué par ce qu'il voit. Lors de son voyage retour via l'Angleterre, Olson rend une autre visite au consultant des services secrets, William Sargent. D'après ce que Sargent m'a dit, Frank avait changé à son retour. Il était très remonté, en colère, bouleversé. William Sargent est convaincu que la CIA va se trouver confrontée à un gros problème. Ses secrets ne sont plus en sécurité entre les mains de Frank Olson. Dès que Olson a pris l'avion, sur la base de la RAF pour retourner à Washington, Sargent a appelé son contrôleur au MI6 et lui a dit « On a un problème ». L'information a remonté tous les échelons pour finalement atterrir à Washington. Alice Olson remarque que son mari a changé à son retour. Ce dernier été, quand mon père est revenu, ma mère savait qu'il était bouleversé. Olson a probablement assisté à des expériences ultra secrètes dont peu de gens ont connaissance, même au sein de la CIA. Frank Olson avait emmagasiné tout un tas d'informations sur des sujets top secrets concernant les armes et substances biologiques. Et de ce fait, il aurait représenté une menace sérieuse s'il s'était mis à en parler publiquement. Sidney Gottlieb, responsable des recherches sur la manipulation mentale, est le seul à connaître l'étendue des connaissances d'Olson. Si Olson a livré des secrets d'État, Gottlieb doit absolument le découvrir. Il décide de mener une petite expérience de sa propre conception. Deep Creek Lodge, dans le Maryland, le mercredi 18 novembre 1953. Frank Olson et 6 de ses collègues des opérations spéciales à Fort Detrick assistent à une réunion clandestine. Ils sont rejoints par leurs homologues de la CIA, dont Sidney Gottlieb et son adjoint Robert Lashbrook. L'invitation que nous avons encore, bizarrement, décrivait le scénario de couverture, à savoir un groupe de journalistes pour magazine Chasse et Nature qui se retrouvent dans les bois pour parler de leur métier. D'après les documents de la CIA, après le dîner le jeudi soir, Gottlieb verse une petite dose de LSD dans une bouteille de Cointreau. D'après ce que m'a dit Gottlieb quand je l'ai rencontré, ils étaient inquiets. Si un scientifique était kidnappé par les communistes et qu'il était drogué par l'ennemi, est-ce qu'il livrerait des secrets ? Et il voulait faire un test en organisant cette réunion et en droguant les participants. Et mon père faisait juste partie de ceux qui ont été drogués. Officiellement, tous les scientifiques, à 2 exceptions près, sont drogués à leur insu. 20 minutes plus tard, Gottlieb leur révèle ce qu'il a fait et la réunion commence à dégénérer quand le narcotique fait son effet. Mais ce qui se passe après n'est pas clairement établi. Certains pensent qu'Olson a subi un interrogatoire. Quand Olson rentre chez lui, il est profondément affecté. Il n'avait pas d'hallucination ou quoi que ce soit, il était très sombre et bouleversé. Il a dit qu'il avait fait une terrible erreur et qu'il avait décidé de démissionner. Au lieu d'accepter sa démission, son supérieur l'envoie à New York consulter un psychiatre. Robert Lashbrook de la CIA l'accompagne. Seulement le médecin consulté, Harold Abramson, n'est pas psychiatre, mais allergologue. Il expérimente le LSD dans le cadre des recherches de la CIA sur la manipulation mentale. Les notes du médecin font état de plusieurs consultations avec Olson au cours de la semaine. Le vendredi soir, Olson appelle sa femme, Alice. Il lui a dit qu'il se sentait beaucoup mieux, qu'il voulait la rassurer et qu'il lui tardait de la retrouver le lendemain.
Mais à 2 heures du matin, le samedi, Frank Olson tombe du 13e étage de l'hôtel et vient s'écraser sur le trottoir. La CIA affirme qu'il s'agit d'un suicide. Elle ne donne aucune explication à la famille, mais conclut en secret qu'il a été provoqué par le LSD ingéré 9 jours plus tôt. La vérité pourrait bien être plus effroyable encore. D'après le réceptionniste, tout de suite après la mort d'Olson, l'opératrice de l'hôtel aurait entendu Lashbrook appeler le docteur Abramson. Il lui a dit « il est parti ». Et à l'autre bout du fil, l'autre a répondu « c'est dommage ». Et ils ont raccroché. La brièveté de la conversation est suspecte. Le suicide inattendu d'un patient d'Abramson aurait dû donner lieu à une discussion plus longue. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui se suicide en sautant à travers une fenêtre fermée. Je crois qu'il essayait de me dire que quelqu'un l'avait poussé par la fenêtre. Qu'il s'agisse d'un meurtre ou d'un suicide, si William Sargent avait raison et que Frank Olson représentait une menace pour l'agence, sa mort le réduit au silence définitivement. Les secrets sur les expériences de la CIA sont en sécurité pour l'instant. À la fin de la guerre de Corée, des informations alarmantes parviennent à Washington. Des centaines de soldats américains sont toujours retenus prisonniers, soumis à des expériences de lavage de cerveau, puis exécutés. Aux États-Unis, les recherches sur la manipulation mentale s'intensifient. L'objectif est désormais de forcer un individu à se soumettre totalement à un contrôle extérieur jusqu'à lui faire accomplir des actes contre sa volonté sans qu'il en garde le moindre souvenir. La réalité vient de rejoindre la fiction. Dans le film Un crime dans la tête de John Frankenheimer, un soldat sous hypnose est programmé pour assassiner un candidat à l'élection présidentielle. Comme si elle s'inspirait du film, la CIA tente de créer ses propres assassins sous contrôle à l'aide de l'hypnose et de la drogue. On crée une nouvelle identité qui est cachée du reste de la personne par une barrière amnésique. Puis à l'aide d'un code d'accès, on peut faire appel à cette nouvelle identité pour remplir une mission quelconque. Pour créer des assassins sous contrôle, la CIA doit surmonter 2 gros problèmes. Comment provoquer l'amnésie et comment programmer de nouveaux comportements. En 1957, le docteur Ewen Cameron, un éminent psychiatre de Montréal, pense avoir trouvé la solution. L'agence l'a contacté parce qu'elle avait remarqué son travail, notamment 2 techniques, l'électrothérapie intensive et ce qu'il appelait la conduite psychique. Cameron applique ces techniques en les faisant passer pour des thérapies classiques. C'est difficile de décrire à quel point les techniques proposées par Cameron et financées par notre gouvernement étaient horribles et abjectes. Il y a une technique en 3 étapes qui commence par l'effacement des comportements et des modèles passés. Et il y parvenait par le biais de doses massives et répétées d'électrochocs jusqu'à ce que le sujet ne puisse plus avoir de convulsions. Cameron passe ensuite des messages enregistrés dans un casque fixé sur la tête du patient. Cette conduite psychique force le sujet à entendre des phrases répétitives pendant des semaines entières, afin de programmer de nouveaux comportements. La phase finale consistait à effacer tout souvenir de ce qui s'était passé, en endormant les sujets pendant 30 ou 40 jours. Tout ça accompagné de différents cocktails de médicaments. Ça n'a rien d'une thérapie, c'est du lavage de cerveau. Depuis que les Grecs ont inventé l'éthique médicale, la première règle a toujours été « je m'abstiendrai de tout mal ». C'est la règle que Cameron a violée. Pendant 4 ans, la CIA financera entièrement le travail de Cameron dans l'espoir de mettre ses techniques à profit pour créer un assassin programmable.